Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Nous sommes aujourd'hui dimanche 20 janvier 2019. Comme tous les dimanches, vous le savez, la rédaction de la télévision Labari reçoit un invité. Ce soir, sur ce plateau, nous avons Monsieur Sidik Ali. Il est communicant, analyste politique. Avec lui, nous allons parler de l'actualité sur le continent, dominé, comme vous le savez, par la situation en République démocratique du Congo avec l'épilogue de l'élection présidentielle, mais aussi la situation en Côte d'Ivoire avec l'événement de cette semaine au niveau de la Cour pénale internationale. Monsieur Sidik, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour discuter de tous ces sujets. Rendez-vous à la fin de ce journal. Merci. La journée internationale de la douane cette année ici au Niger sera célébrée à Malanville, à la frontière entre le Niger et le Bénin. L'annonce a été faite hier par le tout nouveau directeur général de la douane au cours d'un point de presse que je vous propose de suivre ici. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. C'est entouré de ses proches collaborateurs que le tout nouveau responsable des douanes du Niger a effectué sa première sortie médiatique. Une sortie qui vise à entretenir l'opinion publique sur la célébration de la journée internationale de la douane édition 2018. Une édition marquée par un cachet particulier. La grande particularité de l'édition 2019 de la journée internationale de la douane, c'est qu'elle sera célébrée conjointement avec le Bénin, donc les douanes béninoises, au poste de contrôle juxtaposé de Malanville, le PCJ, et elle permettra de procéder par la même occasion au lancement officiel de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Bénin et du Niger, effective depuis le 24 novembre 2018. L'interconnexion, c'est quoi? À partir de Cotonou, toutes les marchandises qui ont été envoyées donc sur le Niger, ces marchandises-là vont se retrouver automatiquement, on aura l'information, pratiquement au temps T. Donc nous aurons l'information et c'est ça qui va nous permettre déjà au niveau des douanes nigériennes de prendre les dispositions, voilà, pour la prise en charge de ces marchandises. Il n'y avait pas le PCJ de Malanville, nous n'allons pas parler donc de cérémonie conjointe. Voilà, chacun va faire sa cérémonie chez lui. Mais c'est pour donner vraiment un cachet très fort à cette coopération des douanes nigériennes et des douanes béninoises que d'un commun accord, vraiment nous nous sommes dit, il faut vraiment montrer l'exemple. Occasion également pour le directeur général entrant de la douane d'échanger avec les hommes de médias sur plusieurs questions relatives à ce grand événement et le fonctionnement des services douaniers. Jusqu'à présent, notre système d'abord douanier ici au Niger n'a jamais fait l'objet d'attaque. Voilà. Et par rapport à cela, donc vraiment, c'est un système haut de gamme où vraiment la fiabilité est très 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 forte. Tout ça, ça va nous amener à ce que nous appelons la dématérialisation des procédures. Voilà. Nous allons arriver à un stade où les papiers, on va dire c'est le système papier zéro. Nous allons tout dématérialiser et qu'à partir du système, on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire notre travail. Les marchandises qui quittent le port de Cotonou sont traquées. Voilà, il y a le système de géolocalisation et on peut savoir à temps réel est-ce que le camion s'est arrêté en cours de route ou bien il a dévié de sa route. Voilà. Au Niger, nous sommes sur le dossier avec le guichet unique automobile par rapport aux véhicules. Donc nous sommes là-dessus pour les véhicules automobiles et nous verrons aussi maintenant pour les marchandises donc à l'avenir. Ainsi, les services douaniers du Niger se veulent une garantie pour assurer la sécurité et la prospérité des collectivités à travers ces missions fiscales, économiques et de protection sous la houlette d'un nombre de terrains aguerris et de collaborateurs engagés à redorer le blason des douanes au Niger. Le bureau exécutif national du syndicat national des conducteurs de taxi, le Synco Taxi, élu le 30 décembre dernier, 30 décembre 2018, donc, a été présenté cet après-midi aux militants de ce syndicat au niveau de l'espace France Fanon de Alternative Espace Citoyen. Le syndicat, vous le savez, le bureau en tout cas est dirigé par M. Mahamadou Gamache. On voit cela dans ce résumé de Halid Bourema et Abdul Razak Hamidou.
présenter le tout nouveau bureau du Senko Taxi issu du congrès du 30 décembre dernier et faire le point sur plusieurs choses qui minent le Senko Taxi. C'est ce qu'a tenu à faire le tout nouveau SG reconduit pour un deuxième mandat du Senko Taxi. Le nouveau bureau s'engage à respecter et faire respecter les revendications de ce syndicat avant de présenter des recommandations. Le bureau ici présent est composé de 25 membres du bureau et 25 membres de la commission administrative et financière qu'on appelle en abrégé CECAF, plus tel que conseiller. Donc à l'issue de ce congrès, nous sommes réélus secrétaire général pour un nouveau mandat. La recommandation numéro 1 sur l'implication du Senko Taxi dans toutes les prises de décision engageant le secteur du transport urbain. Considérant les conclusions issues du congrès statutaire du Senko Taxi, considérant l'élection d'un bureau exécutif national par les congressistes, les participants au congrès statutaire du syndicat national de conducteurs de taxi Senko Taxi tenu dans la salle de réunion du CCOG de Niamey recommandent aux autorités nationales, aux représentants des collectivités et structures associatives syndicales de prendre acte des conclusions du congrès statutaire du 30 décembre 2018 et de l'associer dans toutes les prises de décision comme étant légitime et défenseur des intérêts matériels et moraux des conducteurs et des travailleurs indépendants de voitures de place, sur l'état défectueux des routes urbaines et du désenclavement de certains quartiers périphériques de la capitale. Et recommande à l'État de tout mettre en œuvre pour la restauration et l'élargissement du réseau routier du Niger. Mieux, la mise en place d'une politique nationale conséquente en matière de transport urbain. L'occasion pour le SG du Senko Taxi de revenir sur quelques faits qui se sont produits avant le dit congrès, soit le 22 décembre. Avant ce congrès, il y a eu des agissements de certains camarades qui ont, à travers une déclaration rendue publique le samedi 22 décembre 2018, ont voulu créer la panique dans les rangs de nos militants. Ces gens qui ont fait leur déclaration, dans leur déclaration, ont fait croire ou ont fait entendre que ils les ont exclus ou suspendus le secrétaire général de l'ancien bureau à ma personne, Gamouchi Mahmoud. Le Senko Taxi demande l'adhésion de tous les taximans au Senko Taxi pour la défense de leurs intérêts. Fin ce matin au quartier Gawé, dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, de l'apprentissage du Saint-Coran pour une douzaine de femmes des écoles coraniques du quartier Gawé. Donc, la cérémonie consacrant donc la fin de leur apprentissage du noble livre, du livre saint, donc le Coran, a eu lieu ce matin. La traditionnelle walima à laquelle a pris part pour la télévision Labari, Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Nous ne sommes ni à un mouloud, encore moins à un certain Azinkassa comme d'aucuns peuvent le penser, mais plutôt à une cérémonie marquant la fin de l'apprentissage du Saint-Coran pour une dizaine de femmes apprenantes. À cette occasion, les ulémas du 5e arrondissement communal de la capitale, voire au-delà, ont d'entrée du jeu prié pour la bénédiction divine sur cette cérémonie, pendant que les concernés, elles, s'affairaient autour du feu pour préparer un déjeuner aux invités avant de se retrouver dans la mosquée. Une retrouvaille entre femmes autour d'un même objectif que la connaissance de la religion islamique et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un moment plein d'émotions vivement loué par celles qui voient ainsi le sacre de leurs efforts de plusieurs années. Je remercie le bon Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a montré ce jour. Et je remercie aussi nos époux qui nous ont donné l'autorisation de venir faire la Makaranta. Au début, c'était une chose difficile pour moi, car pour la première fois quand j'étais à la Mecque, j'ai vu partout les gens qui lisaient le Coran, partout, et ça m'a beaucoup impressionné. De là, j'ai demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à mon retour au pays.
de faire aussi la Makaranta. C'était la chose la plus passionnante pour moi. Donc je me suis mis de Makaranta à Makaranta et j'ai trouvé que celle-là, c'est elle qui m'allait très bien et je me suis inscrit. C'était très difficile pour moi au début de jumeler les boulots et venir à la Makaranta. Car ici, monter à 14h30, retourner au bureau à 15h30, c'était difficile. Mais je l'ai expliqué à notre marabout qui nous faisait la Makaranta. Il a pu faire un calendrier pour moi. J'arrivais à participer, c'était difficile au début, mais avec l'aide d'Allah, ça a été une chose facile par la suite. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Dieu nous a montré, j'ai pu lire le Coran jusqu'à la fin, alhamdulillah. Je remercie ce marabout qui a été aussi très patient avec nous et très patient qui était à nos écoutes. Il nous a appris beaucoup de choses. Donc avec cette Makaranta, j'ai appris à lire le Coran. J'ai appris comment faire ma prière, comment me purifier. Vraiment, je remercie Allah. Et j'invite toutes les femmes à initier aussi, à venir faire la Makaranta, qui est aussi une chose qui nous aide, même dans nos foyers, surtout dans nos foyers. Qu'Allah le Tout-Puissant facilite l'apprentissage de son livre saint qui se veut celui du discernement à toutes celles et à tous ceux qui sont en initiation et que cet apprentissage soit bénéfique à l'ensemble de la Oumma islamique. Du sport avant notre invité pour parler du lancement hier après-midi au collège d'enseignement général du quartier Yantala dans le premier arrondissement de la ville de Niamey du tournoi du championnat des jeunes talents 2019. C'est une première édition qu'organise M. Issoufou Diassibo et cette édition, la première, regroupe donc 6 équipes. Je propose d'écouter ces explications interrogées par une équipe de la télévision Labari. Cette activité touchant essentiellement les jeunes vise à renforcer la cohésion de ces jeunes de notre ville, chers invités. Est-il besoin de rappeler que le football est un sport national qui rassemble et qui réunit dans tous nos quartiers, communes et villes de tous les pays. Le football est aussi, dans ce cas précis, une activité pédagogique qui permet de véhiculer les valeurs sociales importantes telles que l'esprit d'équipe, la discipline, le respect de l'autre et le fair play. Chers invités, c'est pour toutes ces raisons que nous avons initié ce championnat pour accompagner les jeunes dans la pratique de ces sports rassembleurs. Le championnat démarrera dans le lancement officiel de ce match. Mes chers invités, j'essaie pouvoir compter sur le dynamisme et l'implication de tout pour faire que ce championnat réussisse. Je vous souhaite à tous bonne chance et que le fair play, la fraternité règne tout au long de ces championnats. Voilà, c'était donc Issoufou Diassibo, le promoteur d'un championnat, d'un tournoi de football pour les jeunes talents du quartier Yantala. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Niamey. On en vient donc à notre invité, comme annoncé au début. Il s'agit aujourd'hui de M. Sidik Ali. M. Sidik Ali est communicant, il est journaliste, il est analyste politique. M. Sidik, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari, comme je le disais, pour parler de l'actualité sur le continent avec, on va dire, l'épilogue pour les élections présidentielles de la République démocratique du Congo. On le sait, hier, tard dans la nuit, la Cour constitutionnelle a finalement donc validé les résultats tels que proclamés par la CENI, qui consacre donc M. Félix Etienne Tshisekedi comme président élu de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut réellement parler d'épilogue au vu de toute la succession d'événements qu'on a vus lors de cette élection présidentielle en RDC? Merci, chers collègues. Merci à Labari de m'avoir passé la parole. Moi, je pense que c'est une situation qui est prévisible, qui ne surprend personne. Vous savez, le plus souvent en Afrique, quand on organise les élections, même les élections les plus pacifiques, on assiste à une situation vraiment en cas de doute, juste avant la proclamation des résultats, surtout si ces résultats sont contestés par une partie. Mais en ce qui concerne la RDC aujourd'hui, je crois que dans le monde entier, tous ceux qui manifestent un certain intérêt à cette situation savent que la situation devrait finir comme cela. Alors, moi, personnellement, ce qui retient mon attention, c'est surtout la détermination du président Kabila à faire échec à ce que beaucoup d'experts et de connaissants de la situation en RDC appellent le plan B de l'Occident. Vous savez, la situation au Congo est un peu caractérisée par
de situations où, à un moment donné, c'était l'opinion internationale dans son ensemble qui demandait à M. Kabila de quitter le pouvoir après presque 3 décennies excusez-moi, de règne. Cela nous a paru à un moment donné tout à fait normal. Parce que les dirigeants, c'est-à-dire les dictateurs fossiles au pouvoir aujourd'hui ne sont pas à ses côtés, vraiment en tout cas ni en Afrique ni dans le monde. Les gens avaient compris le message et tout le monde vraiment s'est rallié vraiment à cet appel. Mais il s'est trouvé qu'au même moment où l'Occident a lancé cet appel à Kabila de quitter le pouvoir, il n'y a pas eu un engagement au niveau africain d'accompagner M. Kabila à quitter le pouvoir. C'est-à-dire, ils ont préféré laisser les Occidentaux manager, c'est-à-dire manipuler la situation, voyez-vous, jusqu'à l'approche des élections. Voyez-vous, jamais dans l'histoire, vraiment en tout cas de l'Afrique, et même de l'humanité en général, on a vu une situation où l'Occident, de façon unilatérale et de façon péremptoire, fabriquait un candidat à seulement 3 mois des élections. C'est le cas de M. Fayoulou Martin, qui était totalement méconnu, qui a été parachuté, voyez-vous, tout simplement parce qu'il incarnait un peu la volonté de l'Occident. Mais dans une situation où aujourd'hui ces mêmes Occidentaux aujourd'hui sont totalement décriés parce que la manœuvre, c'est-à-dire le complot, ressemble un peu vraiment à un tissu bleu, vraiment en tout cas cousu au fil blanc. Les Africains d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, ils ont très vite compris. Et Kabila étant vraiment un stratège, il ne faut pas vraiment en tout cas sous-estimer les capacités vraiment en tout cas de ce dirigeant. Il a très vite compris. Et lui aussi, il a conçu ce que les gens appellent le plan B. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Le plan B, c'est quoi? Conscient que s'il se présente et qu'il passe, cela va aboutir inéluctablement à une violence et vraiment en tout cas à une anarchie dans le pays. Il a préféré tout simplement appliquer le plan B qui est le moindre mal, mais tout en se garantissant vraiment un certain nombre de garde-fous, parce qu'il a... Oui, on l'a vu, il a raflé au niveau des élections législatives. Non seulement législatives, mais aussi, c'est-à-dire que dans la nomenclature, dans l'agencement même politique de l'État, d'abord, il faut reconnaître que le fait même qu'il ait adopté l'élection vraiment présidentielle à un tour, c'est-à-dire celui qui a le maximum de voix passe à un tour, point barre, c'est tout. Donc ça, déjà, c'est une manœuvre qui empêche à l'Occident de venir rentrer dans un jeu vraiment entre deux tours, de manœuvrer pour amener X ou Y. Donc si on comprend bien, c'est que peut-être aussi que M. Félix Tshisekedi n'a pas remporté, mais Kabila l'a préféré, c'est le moindre mal, comme vous l'avez dit, mais là aussi c'est le caractère, on va dire, la crédibilité de l'élection qui est en jeu ici. Tout à l'heure, je parlais des différents scénarios qui ont toujours caractérisé les élections en Afrique. Mais ce que Dieu veut, c'est ça ce qu'aujourd'hui Kabila veut. Et inversement. Kabila va quitter après 3 décennies de règne le pouvoir. C'est tout à fait normal. Il est de bonne guerre qu'il s'entoure d'un certain nombre de garde-fous. Et le Congo aujourd'hui, tout le monde sait quand même que c'est vraiment en tout cas un enjeu stratégique dans l'agenda international. Surtout pour les Occidentaux aujourd'hui qui ont un regard et qui veulent depuis 3 décennies avoir une emprise sur le Congo. Voyez-vous? Donc c'est pour cela que Kabila a pris toutes les précautions pour s'entourer d'un certain nombre de garde-fous pour vraiment en tout cas avoir la même mise sur le pouvoir. Tshisekedi n'est pas aussi comparable à Fayoulou. Il faut reconnaître que les Tshisekedi, quand même, c'est une famille de politiciens par tradition et par filiation. Donc ces gens-là, aujourd'hui, par exemple, le jeune Tshisekedi, c'est-à-dire que lui jouit de la réputation et de la, vraiment, en tout cas, de la notoriété de son père. C'est vrai, M. Fayoulou a la maîtrise de Béni, de Kinshasa, mais aussi lui, dans le Congo profond, les gens croient plus à celui qui a combattu Kabila père et fils, mais aussi Monsieur Mobutu. Donc ici, c'est vraiment le candidat vraiment du continent, le candidat des Africains. Et c'est le candidat de Kabila aussi. Et à l'opposé, de l'autre côté, c'est le candidat de l'Occident qui a été parachuté seulement à 3 mois des élections à partir de la Belgique, ce qui a surpris tout le monde. Tous les experts de la scène internationale ont été surpris. Mais quand il est venu du moins, il n'a ni eu le temps de battre campagne, mais il ne s'est pas fait accepter par l'opinion publique congolaise et l'opinion publique africaine. Parce que nous tous aujourd'hui en Afrique, nous avons un regard sur ce qui se passe au Congo parce qu'il y a une certaine interaction entre les États. Ce qui se passe au Congo peut aujourd'hui inspirer ce qui se passe dans notre pays au Niger. Bien sûr. Alors, si on revient à ça, puisque Fayoulou, malgré le fait que la Cour constitutionnelle ait validé les élections, il les a contestées. C'est pour cela, à l'instant que je parlais de est-ce que c'est vraiment l'épilogue, puisqu'on sait quand même il a aussi une marge de manœuvre. Est-ce qu'on ne va pas encore retomber dans les violences, vu quand même la base électorale? Je ne pense pas. Cette élection a quelque chose de très particulier. Si Kabila avait passé,
le moindre mot qui sera prononcé par M. Faïrou sera suivi par l'opinion nationale. C'est-à-dire que les populations vont descendre dans la rue, il y aura une anarchie totale et vraiment la situation va s'embraser. Mais il s'est trouvé qu'aujourd'hui, c'est un candidat de l'opposition qui a passé. Donc cela va atténuer les ardeurs de ceux qui veulent aujourd'hui, les adeptes vraiment de la violence. D'ailleurs, tout à l'heure, si vous avez suivi vraiment les chaînes internationales, beaucoup disent non, ça n'a pas de sens, les Congolais n'ont pas besoin de violence aujourd'hui. Ils savent qu'ils sont seulement à quelques mètres, vraiment en cas d'une situation où le Congo perdra tout. Le scénario même qui a été élaboré aujourd'hui dans les capitales africaines, au niveau du Quai d'Orsay, au niveau de la Belgique, au niveau des États-Unis, tous ces pays aujourd'hui qui convoitent les richesses, les immenses richesses de la RDC, c'est de créer d'abord de l'anarchie, affaiblir ce pays et profiter maintenant des ressources naturelles. Qui profite aujourd'hui en Afrique des ressources naturelles à part le Rwanda? Donc Kagame justement était annoncé, mais beaucoup de gens n'ont pas compris aussi le jeu de Kagame. Oui, justement, un mot sur cette attitude de l'Union africaine qui a demandé donc à la Cour constitutionnelle de ne pas proclamer les définitives, d'attendre à ce que peut-être les résultats soient recomptés. Et on a vu la réponse quand même de la Cour constitutionnelle. Elle a estimé carrément que cette demande de l'Union africaine était carrément une demande insensée. Comment vous comprenez cette attitude de l'Union africaine? D'abord, il faut comprendre que l'Union africaine était absente vraiment de tous les jours. En amont. En amont. Oui. C'est-à-dire si l'Union africaine était impliquée vraiment dans la préparation, dans l'organisation, dans le déroulement des élections et la proclamation, on aurait compris le jeu de l'Union africaine. L'Union africaine est une institution aujourd'hui dans une situation vraiment, en tout cas, très peu confortable. Une situation financée à 60% par les mêmes Occidentaux. Encore. Une institution aujourd'hui dont la majorité des chefs d'État aujourd'hui qui les représentent sont ou des mal élus ou des dictateurs fossiles. À l'image du président. Oui, c'est-à-dire qu'à l'image même du président, voilà. Oui. Comment aujourd'hui tu peux comprendre Kagame, qui est venu au pouvoir depuis 1994, puisse venir éteindre le feu au Congo pour régler la situation vraiment en tout cas du Congo qui ressemble dans une certaine mesure à la situation de son pays. Donc même dans son pays il y a des contestataires et la dirigeante, son opposant aujourd'hui est en prison, celle qui était candidate contre lui. Donc c'est pour vous dire que l'Union africaine n'a pas joué son rôle. Et même s'il était impliqué dans tous les cas, moi je trouve que le rôle de la Cour constitutionnelle c'est d'abord de proclamer les résultats dans les délais. Il y a un délai qui a été fixé par la constitution de la RDC qui contraint à la Cour de prononcer de proclamer les résultats, au risque d'engendrer aussi de l'incompréhension et de violence. Et je pense que la Cour constitutionnelle est dans son rôle, elle a très bien fait, et je ne vois pas ce que l'Union africaine va venir faire à la dernière minute en proposant le statu quo, c'est-à-dire où c'est toujours Kabila qui va continuer, logiquement. C'est-à-dire, eux, ils ont demandé à ce que vraiment les résultats ne soient pas proclamés. Mais ça veut dire quoi, c'est le statu quo? Bien sûr. Il y aura un gouvernement d'union nationale dans leur schéma, ce qu'ils ont proposé. En réalité, moi, personnellement, si tu me demandes, j'allais dire que c'est une sorte de pantalonnade qui n'a pas d'issue, qui n'est pas du tout opérant politiquement. Et sur le plan vraiment diplomatique et sur le plan géostratégique, ça ne représente pas vraiment une solution à la situation du Congo, qui est une situation très complexe. Ok. Malgré tout, donc quand même, aujourd'hui, la prestation de serment du président Félix est prévue, donc je pense le 22 décembre. On va cette fois-ci, pour finir, parler de la situation en Côte d'Ivoire. Cette semaine, on a vu donc la Cour pénale internationale, après 3 ans d'audience, le procès du président, de l'ancien président ivoirien Laurent Koudou-Gbagbo et son ancien ministre M. Charles Blé Goudé. Des juges ont décidé donc de les acquitter, les deux, pour toutes les charges qui ont été retenues contre eux, des charges donc de crimes contre l'humanité et autres, et en même temps de les relaxer, donc de les mettre en liberté provisoire. Et on a vu donc la succession des événements, le premier appel du bureau de la procureure auprès de la cour d'appel, ensuite la décision d'autres juges, les juges de deuxième degré au niveau de la Cour pénale internationale, qui ont demandé à ce qu'ils soient libérés, et ensuite le deuxième appel qui a finalement fait confirmer donc leur détention en liberté provisoire. Là aussi, dans l'opinion, beaucoup n'avaient pas compris. On a estimé que quand même, comment est-ce que, vu toutes les charges qui ont été retenues contre l'ancien président Gbagbo, que des juges puissent ainsi dire qu'il n'est finalement pas auteur de tout cela? À mon avis, il faut retenir 2 choses. Ok. La situation de Gbagbo et de M. Blé Goudé montre que la citadelle Occident, encore elle n'est pas du tout unanime. Ça veut dire qu'il y a des failles aujourd'hui dans le bloc occidental pour apprécier et gérer la situation vraiment de M. Gbagbo, qui est une situation très compliquée, il faut le reconnaître. Oui. C'est un cas d'injustice flagrant dans la marche vraiment en tout cas de l'histoire vraiment en tout cas contemporaine.
ce n'est pas du tout normal. Vous le savez comment ce monsieur a été débarqué du pouvoir. Vous le savez comment la situation anarchique c'était de la Côte d'Ivoire entre les années, juste les années qui ont précédé M. Gbagbo, comment ça a été organisé de toutes pièces. La violence, vraiment, en tout cas, qui a caractérisé vraiment, en tout cas, la période post-électorale, c'est-à-dire arrivée d'Alassane Ouattara. Mais ce qu'il faut retenir vraiment de fondamental dans cette histoire, c'est que M. Alassane Ouattara, qui était à un moment donné l'homme providentiel, l'homme sur lequel vraiment beaucoup des Africains, parce que ce qui a discrédité au maximum M. Gbagbo, c'était quoi? C'est cette affaire d'ivoirité. C'est tout. Sinon, c'est un très bon révolutionnaire, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui est vraiment, en tout cas, très rigolo sur ses principes révolutionnaires. Mais le problème, c'est que cette affaire d'ivoirité l'a discrédité. Et à un moment donné, les gens ont cru que l'arrivée d'Alassane Ouattara allait vraiment créer, vraiment en tout cas, une situation de stabilité économique, une situation de stabilité sociale, et il aura vraiment en tout cas toute la latitude de réconcilier les Ivoiriens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La Côte d'Ivoire, sur le plan économique, est à la traite. Ils ont vraiment un taux de croissance de moins de 5%. Sur le plan politique, aujourd'hui, il s'est trouvé que M. Ouattara n'a pas su réconcilier la classe politique et la population ivoirienne de l'autre côté qui est totalement divisée entre Bété, Guéré, Baoulé, ceci, cela. La situation presque ressemble vraiment, en tout cas, à la situation vraiment de la période même de Gbagbo, plus ou moins. Et le pire encore, c'est qu'aujourd'hui, il a créé une rupture entre les différents acteurs de la classe politique et surtout les principaux. Qui l'ont soutenu à un moment donné. Qui l'ont soutenu. Il s'est cru vraiment en position, vraiment en tout cas, de créer un peu une situation favorable en créant un RHDP qui est vraiment en tout cas débarrassé de M. Guillaume Soro. Et de l'autre côté, monsieur vraiment un acteur pas de moindre que M. Bédi, l'ancien président de la République. Et il s'est retrouvé juste avec des jeunes acteurs sans expérience qui ne sont pas, pour l'essentiel, vraiment en tout cas, des gens qui peuvent contribuer vraiment en tout cas à la sortie des crises. Et aujourd'hui, la communauté internationale qui apprécie aujourd'hui vraiment en tout cas la situation en Côte d'Ivoire a compris qu'il y a quelque chose de flagrant. C'est-à-dire que ce n'est pas normal de détenir un dirigeant, voyez-vous, africain, dans les genres, vraiment en tout cas à travers des arguties qui ne sont pas forcément fondées. Tout le monde sait qu'aujourd'hui cette affaire de crimes contre l'humanité, Sarkozy qui a arrêté Gbagbo, qui a envoyé ses Falcons et ses autres là pour détruire la présidence, qui a tué des milliers de gens au nom vraiment en tout cas d'une certaine réaction vraiment en tout cas de légitime défense quand ils ont monté leur scénario vraiment d'attaque contre l'aviation du collège du lycée français. Donc quand il a tué des centaines et des centaines ou même des milliers d'Ivoiriens par son comportement, n'a pas été jugé. Aujourd'hui, il se le coule tous. De l'autre côté, il a tué Kadhafi et tout le monde. Ce monsieur, il est à l'aise chez lui. On le protège. Et de l'autre côté, on prend un dirigeant africain, on le met en prison. On crée de toutes pièces une CPI aujourd'hui qui est totalement contestée aujourd'hui en Afrique, il faut le reconnaître. Aucun Africain, d'ailleurs, ça blesse même la fierté africaine, vraiment en tout cas d'accepter un juge. Moi personnellement, le pire dictateur, le plus mauvais, c'est-à-dire dirigeant africain, je ne souhaite pas qu'il soit jugé par la CPI. Il faut créer des tribunaux. Il faut créer des tribunaux, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle du continent pour juger les gens. Mais aujourd'hui, la situation de Gbagbo montre que non seulement la CPI n'est plus ce qu'elle était avant. Les Occidentaux ne sont plus unis par rapport au regard qu'ils avaient vraiment en tout cas de M. Gbagbo et de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Mais aussi, ça montre que M. Ouattara est dans une passe très difficile. Ok. Parce que, je ne vous coupe pas la parole, parce que si Gbagbo vient aujourd'hui, il y a eu des sondages qui ont montré sur Internet, sur les réseaux sociaux, le suivre. Aujourd'hui, Gbagbo candidat, même au premier tour, il aura au moins 70 à 80% de tours. Où est Alassane Ouattara dans cette situation? Ok, mais justement, quand la CPI décide de l'acquitter, lui et Charles Blé Goudé, aujourd'hui, la question que beaucoup se posent, au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer, qui va prendre la responsabilité de toutes les exactions quand même qu'il y a eu au niveau de la Côte d'Ivoire après ces élections de 2001? Parce que l'ONU a dénombré au moins 3000 morts. Qui va prendre la responsabilité de cela? Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu combien de millions de morts? Du fait de Hitler, mais il faut aussi des forces à dire. La Première Guerre mondiale. L'histoire de l'humanité est faite toujours vraiment, en tout cas, de ce genre vraiment d'erreur. Mais une erreur, il faut savoir la pardonner. Vous comprenez? C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas dans une logique de pardon et de réconciliation, tant qu'on n'est pas dans une logique d'oubli de ce qui s'est passé derrière et de construire l'avenir, on ne pourra pas réussir. Mais il faut au moins reconnaître, il faut au moins que quelqu'un reconnaisse qu'on puisse le pardonner. Mais justement, Gbagbo est responsable des exactions de tueries. Mais M. Ouattara est responsable des exactions. M. Soro Guillaume est responsable. M. Bédi a un joueur. Monsieur, tout le monde est responsable.
Donc, ça veut dire quoi? Tout le monde aujourd'hui, reconnaît. ils sont tous condamnés, vraiment en tout cas abandonnés. C'est-à-dire ce qui s'est passé. C'est pourquoi une commission vraiment réconciliation et vérité et réconciliation a été créée, dirigée par M. Bani Charles Kwana Bani Charles. Donc, cette commission a fait un travail extraordinaire qu'il faille mettre en œuvre. Et la feuille de route a été remise à M. Alassane Ouattara qui n'a pas su transformer en réalité. Et aujourd'hui, la situation internationale, c'est-à-dire le jeu international a imposé la libération vraiment de Gbagbo qui va rentrer dans le pays. Et l'idéal serait qu'aujourd'hui l'Union africaine qui est en train de faire vraiment une danse vraiment de, je sais pas, de l'autre côté, au niveau de la RDC, s'intéresse à la situation vraiment de la Côte d'Ivoire pour qu'il n'y ait pas des erreurs, de créer les conditions de la réconciliation, de l'arrivée, mettre les deux hommes vraiment autour de la table et créer une sorte vraiment en tout cas de des mini-conférences nationales de dialogue pour que les gens se réconcilient et que vraiment le jeu politique futur vraiment soit mené avec sérénité, avec vraiment mais pour le moment, la CPI a décidé de le garder, on ne sait pas jusqu'à quand. Quoi. Non, ils seront obligés de libérer. C'est-à-dire, vous avez la majorité des juges dans une décision judiciaire. Le procureur Fatou Bensouda ne représente pas vraiment en tout cas c'est-à-dire le groupe de juges. Elle est procureure. Elle est partie, ouais. Voyez-vous, elle représente quelque part les intérêts de ceux qui le gardent en prison. Okay. Vous comprenez? Mais les juges qui sont indépendants, vous avez de la configuration par exemple d'un tribunal. Il y a ce qu'on appelle le juge de siège, il y a même ce qu'on appelle le parquet, qui représente quelque chose l'intérêt de la société, mais en réalité qui représente aussi de l'autre côté l'intérêt des dirigeants. Voyez-vous? Maintenant, les juges ont dit on ne lui reproche rien, nous le libérons. Elle dit non, on fait appel. L'appel a un effet vraiment suspensif de la libération. Vous comprenez, de la libération. Mais c'est pour une durée bien déterminée. Là aussi, l'autre M. Gbagbo a été vraiment amené à signer une déclaration dans laquelle il est prêt à répondre quand la Cour lui demande de se présenter. Okay. C'est une garantie de plus. Ils ont dit non, il faut le maintenir en prison. Mais moi, je me suis dit, la même situation qui a présidé à la libération de M. Gbagbo et de M. Blegoudé va faire en sorte que ces mêmes juges-là, qui ont pris leur courage en deux mains pour libérer ces dirigeants, vont prendre leur courage à deux mains pour les libérer. Parce que l'appel ce n'est pas une comparution des acteurs devant vraiment les juges, mais c'est des décisions qui ont été rendues qui seront analysées à la loupe par vraiment une instance supérieure encore. Voilà. Merci Sidi Kali. Je rappelle donc que vous êtes journaliste, communicant et analyste politique. Avec vous, nous étions revenus un peu sur les grands événements de l'actualité cette semaine sur le continent, notamment l'épilogue, on va dire, de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, avec la confirmation de M. Étienne Félix Tshisekedi comme président élu à l'issue de cette présidentielle, mais aussi la situation en Côte d'Ivoire avec les décisions rendues cette semaine par la Cour pénale internationale concernant M. Laurent Koudou Gbagbo, l'ancien chef de l'État ivoirien, et son ancien ministre, M. Charles Blegoudé. Merci encore une fois d'être passé sur le plateau de la télévision Labari. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. C'est donc la fin de ce journal. Merci et au revoir.